Bonjour à tous. Ce matin, c'est une matinée spéciale SDIS. On va commencer la deuxième session qui est plutôt sur la communication. Je suis entourée par trois gentlemen à qui je vais laisser le soin de se présenter. Bernard. Merci Lucille, bonjour à tous, c'est ravi de participer à ce webinaire avec vous. Moi je suis Bernard Decker, basé sur Aix-en-Provence et je suis en charge du commerce pour la partie compte public sur toute la région Grand Sud. Donc, il travaille tous les jours avec des SDIS, Bernard déjà. Euh, Exactement. Nicolas, notre deuxième intervenant de la matinée. Bonjour à toutes et à tous, Nicolas Bouillon, ravi de vous retrouver pour cette deuxième session en compagnie de mes complices. Et moi, je suis consultant avant-vente et praticien des outils collaboratifs Office 365. Voilà, alors après ensuite il y a moi, Lucille, qui suis là du coup pour répondre à toutes vos questions au cours de la session. Donc n'hésitez pas, je le redis, il y a la petite fenêtre de chat et questions. Posez vos questions, on y répond soit au fil de l'eau, soit à la fin en fonction de comment ça s'intercale dans les slides ou dans les démonstrations. N'hésitez pas, toutes les questions sont permises, même les plus difficiles. C'est pas moi qui réponds, donc je peux les poser, je n'ai aucun problème. Et puis le quatrième mousquetaire de cette aventure, c'est Stéphane Morat de l'équipe de Microsoft, donc, qui était avec nous sur la session précédente, qui a dû prendre un petit call client et qui m'avait promis d'être là à 10h15. Malheureusement, c'est un petit échec de son côté. Je compte sur lui pour nous rejoindre dans les quelques minutes qui viennent. En tout cas, lui, il est là aussi pour, si vous avez des questions qui sont plutôt dédiées à l'éditeur, puisqu'on va essentiellement montrer des solutions Microsoft ce matin, c'est notre spécialité chez Progelis. Et donc, quand il sera là, je vous le ferai savoir et on pourra lui poser à lui aussi toutes les questions, même les plus difficiles. Au programme ce matin, donc un agenda sympathique et dense à la fois. Comment gérer ses relations institutionnelles, donc ça c'est la première partie. Ensuite, avec des démonstrations, notamment de Nicolas. Ensuite, une petite partie sur l'identité numérique pour tous. On le sait, dans les SDIS, il y a différents profils d'utilisateurs, que ce soit des personnels administratifs, des pompiers professionnels ou des pompiers volontaires. La question qui se pose en ce moment dans pas mal de SDIS, c'est comment est-ce qu'on peut équiper l'intégralité de ces utilisateurs, même ceux qui sont pompiers volontaires et qui ne sont pas tous les jours à la caserne et qui n'ont pas d'ordinateur. Donc ça, c'est des vrais sujets qu'on va aborder avec mon ami Bernard. Et puis, dernière thématique de la matinée, comment gérer la communication avec tous les personnels et les fédérés. Donc, une fois qu'ils ont une identité numérique, comment est-ce qu'on peut leur adresser des messages à tous et les fédérer autour de ces messages. Je vais donc laisser la parole à Nicolas, je pense, pour la première partie, comment gérer ces relations institutionnelles. Ouais. Merci Lucille pour cette présentation et cette introduction. Et effectivement, maintenant, c'est pour moi. L'idée qu'on avait derrière cette introduction à la gestion des relations institutionnelles dans un SDIS, c'est venu d'échanges entre Bernard, Patrice et Christian du SDIS 30 et moi-même autour d'un démarrage d'utilisation d'une logique d'équipe dans Teams pour gérer une problématique métier bien particulière où un secrétariat général dans un SDIS a des relations qui sont assez denses, multiples, qui sont internes et externes, avec différents niveaux de sensibilité. Et ce qui était intéressant pour nous à votre destination aujourd'hui, c'était plutôt que de vous montrer un résultat formalisé, rodé dans Teams et éprouvé depuis 2 ans au SDIS 30, ce qui n'est pas le cas, puisqu'on a démarré la démarche très récemment. J'ai pris l'idée de vous montrer dans quelle mesure il a été facile en travaillant sous Teams à distance pendant des périodes de confinement, en 2 séances de travail de 2 heures étalées sur 2 semaines, d'arriver à une compréhension du rôle de l'outil dans le métier de secrétaire général et une capacité à appréhender l'outil et se l'accaparer assez rapidement. Donc en fait, on va passer dans un scénario, je vais vous montrer en réel ce que j'ai vécu avec mes 2 complices pour lesquels on a évidemment un accord total de transparence sur ce qu'on va vous dire aujourd'hui. Et on est parti d'un point de démarrage qui était on va présenter Teams à l'équipe, DSI et secrétariat général, à travers ces 2 représentants, et on va regarder dans quelle mesure, au-delà de ce qu'ils connaissaient déjà, qui est l'outil de communication, de réunion et de chat, comment on pourrait structurer une logique métier assez dense de par ces interactions. Donc l'idée, c'est d'abord de se pencher sur le métier de son interlocuteur ou de son interlocutrice et de regarder comment Patrice, en l'occurrence, travaillait. Merci Stéphane de nous avoir rejoints. Et
Et donc là, l'idée, c'était de comprendre ce qui animait en termes de tension professionnelle, d'échanges et de type de relation le métier de Christian en l'occurrence. Donc l'idée après, c'était après un échange, moi lui apportant une vision sur le rôle de l'outil en termes d'équipe, qu'est-ce qu'une équipe dans Teams, qu'est-ce qu'un canal, qu'est-ce qu'un onglet, qu'est-ce qu'on peut en attendre, qu'est-ce qu'on peut faire passer comme information, quels sont les niveaux de confidentialité que proposer une équipe Teams nativement en fonction des propriétaires, des invités, des gens qui sont en interne, des gens qui sont en externe, d'essayer de lui faire comprendre comment il pourrait projeter ces relations à l'intérieur de l'outil. Et ça a donné en fait une séance de travail que moi j'ai capturé sous un outil classique d'Office 365 qui est OneNote. Mais l'intérêt de le défiler en OneNote comme ça, c'est que vous allez voir la maturation la maturation vis-à-vis de l'outil en même temps que l'enrichissement en densité professionnelle propre au secrétariat général. Donc là, en fait, Nico, si je comprends bien ce que tu nous expliques, c'est que tu vas nous raconter les ateliers que tu as fait avec le secrétaire général du SDIS 30 pour voir avec lui comment est-ce que Teams peut être un outil qui s'adapte à ses besoins et quels sont les chemins que lui, il a explorés dans sa réflexion, justement pour, en tant que secrétaire général, mettre à disposition de ses équipes cet outil et s'en servir comme outil de communication. C'est exactement ça, et on était sous la houlette bienveillante du DSI qui a main sur les systèmes, main sur la gouvernance, donc il était facile de réaliser cette preuve. Donc là, c'est un peu le binôme de rêve, d'avoir un service informatique qui travaille main dans la main avec le secrétariat général. C'est génial, ça. C'est extrêmement vertueux, et cette relation bienveillante donne une construction tranquille en toute sérénité, parce que les espaces Teams se sont créés facilement et on a pu travailler directement. Donc on est rentré dans le cœur du sujet par les relations, et ce qui était intéressant, c'est que on s'est centré d'abord sur avec qui il est en relation, Patrick, notre secrétaire général. Donc il est en relation avec des élus, il est en relation avec un bureau du conseil, il est en relation avec des élus du conseil d'administration. Il gère des crises opérationnelles sectorisées géographiquement, comme dans tous les SDIS. Il gère de la gouvernance et il gère des partenaires sociaux. Et ça, c'est ce qu'on a réussi à faire comme résultat après 2 heures de la première séance de travail. On s'est dit, écoutez, on a tel type de relation, on travaille de telle façon. Et puis, quand on connaît un peu Teams et qu'on regarde cette équipe, on voit qu'il y a des petits verrous partout en face de Mécano. Donc, ça veut dire qu'on est passé par une technique qui était, est-ce qu'on doit isoler l'information? Est-ce qu'on doit la concentrer? Comment elle est répartie? Et là, on était plutôt dans une logique centrée sur le métier de secrétaire général, qui lui-même se faisait un hub pour son information propre, mais qui, dans ce scénario-là, n'était pas évident en intégration interne et externe pour la protection des données, pour l'ergonomie, pour la logique de la chose. Et en même temps, c'était très intéressant parce que c'était un premier pas sur lequel on pouvait s'appuyer. Donc, quand on s'est reparlé il y a très peu de temps, au début de deuxième séance, on a fait le point sur la maturation qu'avait fait pendant la semaine mon complice, et il avait commencé à travailler au niveau général, à intégrer par exemple du réseau social et un feed Twitter sur le SDIS afin de centraliser l'information à un seul endroit. Et toujours ce côté, comme l'a expliqué Antoine, pour ceux qui ont la chance d'assister à votre séance délicieuse de tout à l'heure, ce côté hub de l'information qu'a Teams pour concentrer plusieurs sources en un endroit pour éviter de faire des clics et en faire un lieu privilégié d'atterrissage et de consultation. Donc là, on avait du réseau social en général. Il avait commencé à charger d'un point de vue pratique des logos avec des Marianne à destination de courriers communs itératifs qu'il fait vers la préfecture ou vers le conseil départemental, ce qui lui facilitait dans ce côté bureautique quotidienne l'élaboration de courriers homogènes et constants. Donc ce à quoi je l'ai challengé en lui disant tu peux aussi créer des modèles de documents dans tes bibliothèques Teams, et au lieu de charger des GIFs, tu crées des modèles sur lesquels tu fais des itérations quand tu crées des documents, qui était le côté nouveau document d'un certain type depuis une bibliothèque Teams, qui sont des fonctionnalités extrêmement classiques, mais dont on oublie la pertinence dans ce cadre de réitération de documents. Donc, il a continué à me montrer ce qu'il avait fait. Il a capturé aussi d'autres réseaux sociaux comme du YouTube, parce qu'il y a des chaînes YouTube de SDIS où il y a des pompiers qui publient
en tant que qualité de pompier de l'information sur les réseaux sociaux. Il est intéressant aussi parfois de mettre en avant un métier, une vidéo intéressante. Donc ils les ont prises en compte dans ce genre de sujet. Ou s'il y a des vidéos qui peuvent poser des problèmes parce que il y a de la modération à faire sur des contenus comme dans tous les réseaux sociaux, c'est intéressant qu'à un endroit on vienne concentrer de la vidéo. On est capable d'écouter les réseaux sociaux, de remonter de l'info dans des équipes Teams. Et puis on est passé aussi sur le métier du secrétaire général qui travaille évidemment avec le conseil départemental et qui doit en suivre les résultats des délibérations. Le département délibère et met à disposition des délibérations qui impactent parfois le SDIS. Si prenez un exemple, s'il y a eu la décision d'une acquisition d'un terrain où quelque part on devrait faire une implantation d'un bâtiment pour le SDIS, c'est intéressant de savoir que l'élément a été entériné parce que ça va impacter le fonctionnement que peut en attendre l'équipe du SDIS. Donc, au lieu plutôt, et là on a travaillé sur un scénario qui était rigolo, c'était plutôt que de pointer sur le site web, il était peut-être plus intéressant de charger les documents dans les flux de discussion ou dans les bibliothèques, en notifier un certain nombre de personnes par un message, et du coup, pouvoir avoir ce fonctionnement des documents de référence dans les équipes Teams, bien positionnés au bon endroit. Donc, en direct, on a créé des répertoires à l'intérieur de nos équipes permettant de capitaliser du document de référence qui pourrait servir en réunion. Donc voilà, comme ça, il a continué à capitaliser des documents, comme des documents sur le Covid, comme des documents de référence sur de la gouvernance avec des conventions en version de travail et en version finalisée avec une notion de granularité d'accès. Et puis, mes deux complices, auxquels je rends hommage en montrant leur visage tel qu'ils étaient en train de travailler, masqués dans le bureau, circonstances oblige. Hein, si on peut se le ouais. Ah, mais ils sont charmants. C'est un réel plaisir de travailler avec eux. Et du coup, là, vient une réflexion qui est super intéressante, qui montre un point de maturité et un point de prise de conscience de mes interlocuteurs sur non, mais en fait, Teams, il faut pas que je mette tout au même endroit en mettant des grosses barrières entre mes endroits. Sinon, ça veut dire que potentiellement, j'ai besoin d'élargir mon champ des possibles et d'étaler un peu mon information. Donc, en fait, vient la réflexion en fait, j'ai besoin de plus d'équipes et de moins d'étanchéité dans mes équipes et plus de granularité au niveau équipe. Donc là, Patrice a pris conscience qu'en fait, déjà, ces élus du Gard, c'était pas une équipe, c'était un canal en lui-même. Donc, il a commencé à recomposer un petit peu son scénario. Et vous allez voir que ce qui était un gros pavé au départ, avec des canaux privés, en 20 minutes, est devenu le résultat à la fin de la séance, super rapidement, plutôt avec une logique qu'on voit ici. Je descends un petit peu. Hop. Plutôt avec un secrétariat général qui est une équipe, dans lequel je vais avoir des relations à des instances, comme le bureau du conseil, la CAO, etc. Mais on a commencé à créer derrière du partenaire social dans lequel on a mis les grands classiques, hein, le 4-6, le CCD, SPV, SCT, comité de dialogue social. Alors ça qui est plutôt pas forcément partout, mais chez eux ça compte beaucoup. Et le comité technique. Et puis derrière, on a commencé à partir sur les opérations. Donc la partie opérationnelle, elle s'est découpée sur de la gestion opérationnelle par secteur. Et là, on a commencé à créer le secteur d'Alès et le secteur des Cévennes, qui sont des secteurs réels, en l'occurrence du 630, hein, Bernard. Puisque contrairement à la session précédente, ceci n'est pas fictif, c'est un vrai cas réel, oui, là, dans une vraie région pour laquelle nous avons l'autorisation de discuter. C'est génial, c'est extraordinaire. J'adore ça. Et c'est super intéressant parce que d'ailleurs, du coup, il m'a rajouté une gestion du Covid, hein, parce qu'il est aussi impliqué dans de la communication Covid et des prises de décision. Et l'exemple a montré que il est facile et rapide quand un interlocuteur connaît son métier, son organisation, et qu'il sait vous l'expliquer, et qu'il sait vous expliquer comment il travaille aujourd'hui, plutôt à base d'email, plutôt avec des échanges écrits lourds ou du WhatsApp beaucoup dans les périodes de crise. Et il est facile de se projeter sur une transition vers un outil sur lequel il était déjà familiarisé, parce que Teams est déjà quand même très bien perçu, très bien utilisé pour sa qualité de communication. Donc par contre là, on est venu, comme autant Antoine a montré le côté portage des applications, là on est allé sur le portage
des flux métiers en termes d'interaction, de prise de décision, de capitalisation de documents, de canaux privilégiés pour poser de l'information, la maturer et la faire ressortir quelque part. La densité du métier de secrétaire général fait qu'effectivement, dans les équipes, on va avoir des conseillers départementaux, des gens de la préfecture, donc des gens dans des mairies. On va avoir aussi beaucoup de capillarité jusqu'à discuter avec des mairies. Quand on a des crues de rivières, des incendies, des choses comme ça, on a dans la partie opérationnelle tous intérêt à basculer en cellule de crise MUS ou Teams. Et si on a déjà l'habitude d'échanger sur tous des plans de prévention en amont, quand on n'est pas en mode urgence, dans ces types de travaux, bah, effectivement, quand on passe en mode crise, on est habitué, on a une appétence avec les outils. Donc voilà. Nico, je t'interromps parce que j'ai une petite question de la part d'une personne qui nous écoute aujourd'hui. Tous les éléments sont stockés dans le cloud, hein, d'après ce que tu montres. Est-ce que le SDIS-30 n'a-t-il pas voulu mettre une limite sur le type de documents qui sont déposés sur le Teams et donc dans le cloud? C'est une bonne question. Alors, le SDIS-30, de par les conseils et le devoir de conseil qu'on a avec eux quand on travaille, est en pleine connaissance de ce qu'ils font quand ils posent un document d'une certaine nature, puisque il est clair que la structure de stockage de Teams est SharePoint. Ici, on utilise du stockage SharePoint Online standard lié à Teams. Ces documents sont dans le cloud et donc bénéficient de toutes les capacités de sécurisation, d'une part, des accès. Donc, on est capable, avec toutes les technologies natives Microsoft, de sécuriser les modes d'accès. Donc, qui va accéder avec quel périphérique, éventuellement, à quelle heure, et à quel endroit à tout ça. Et ensuite, la sécurité native de Teams et de SharePoint nous dit comment les gens accèdent aux documents. Après, évidemment, quand on utilise des lieux de partage et qu'on n'est plus sur de l'information stockée pour soi sur sa machine, il faut avoir conscience de la portée et de la nature intrinsèque des documents. Nous, on s'est protégé techniquement contre le chargement qu'on ne voudrait pas, contre la modification qui n'est pas autorisée. On s'est isolé au sein des équipes publiques, privées, des informations qui ne doivent pas être à la connaissance d'un public versus un autre. Par contre, quand on manipule effectivement des fonds collaboratifs, mais comme de la GED ou comme toute autre chose, on doit savoir ce qu'on met comme nature d'information. Après, ici, c'est très guidé, parce que comme on a fait de la capillarité dans tout ça, on n'est pas censé poser l'information au mauvais endroit. Je ne sais pas si je réponds à la question. Alors, je pense qu'il y a 2 points. Il y a le point de contrôler les accès à l'intérieur d'un Teams, à quelle personne accède à quel Teams et quelle personne accède à quel canal. Donc là, on a bien répondu à la question. Après, il y a le fait que Teams soit dans le cloud et que du coup, le SDIS-30 ait pris la décision de positionner des documents qui peuvent être des documents stratégiques, hein, d'ailleurs, sur ce cloud. Et là, tu as répondu également à la question en disant qu'on est sur un cloud Microsoft avec des data centers. On en a parlé dans la session précédente, mais je vais le redire, qui sont positionnés en France, qui peuvent être répliqués, qui sont dans plusieurs régions, qui ont des niveaux de certification qui sont très forts et qui ont aussi une certification HDS, donc hébergeur de données de santé, ce qui n'est pas le plus facile à avoir. Donc ça, c'est hyper intéressant. Pour la personne qui aurait des questions complémentaires sur la partie choix de mettre des documents dans le cloud et niveau de sécurisation versus un hébergement on-prem ou un serveur à la maison, on a une session dans 3 petits quarts d'heure qui est dédiée à la sécurité et où le sujet sera abordé. Donc, je vous invite, si vous voulez pousser un petit peu la réflexion un peu plus loin, à participer également à celle-ci. Mais en tout cas, je pense que de manière... en tout cas, n'hésitez pas, si la question n'est pas répondue, à me reposer une autre. Je vais peut-être intervenir, Lucille, aussi pour resituer le contexte par rapport au SDIS-30. Ce qui motive aujourd'hui l'adoption d'Office 365, qui est en cours de validation, puisqu'on est sur des phases de validation budgétaire dans le Gard, comme j'imagine partout ailleurs, c'est le besoin de mobilité et la mise en place aussi du télétravail. Donc, le préalable à ça, c'est qu'à un moment donné, si vos documents, votre information n'est pas localisée sur un cloud, ça devient quand même compliqué d'atteindre ces objectifs. Voilà, donc c'est vraiment la grosse motivation et tout ce travail de structuration, il sera fait dans l'année à venir. Et là, les premiers travaux qu'on est en train de faire avec eux, justement, c'est un premier cas d'usage autour du secrétariat général.
Oui, parce que du coup, là, j'avais une question suivante qui était de savoir si tous les SPV, les SPP et les PATS utilisaient Teams au 10-30 et si tout le monde avait joué le jeu de l'installation sur leur smartphone perso. À ce stade du projet, on ne peut pas vous le dire puisque pour l'instant, c'est plutôt un projet de test, un lab au niveau du secrétariat général pour voir si les usages sont adaptés, si les usages peuvent correspondre et potentiellement sur 2021, ce sera un projet plus global. Je ne sais pas si je suis... L'objectif Ouais. l'objectif est d'embarquer toute la population. Ouais. Alors, sans vouloir tout dévoiler, parce qu'on doit aussi respecter notre façon de travailler et la façon dont on travaille avec nos clients. En tout cas, dans notre façon de travailler générique avec nos clients, avant de savoir effectivement quelle sera la cible globale et qui sera touché par des solutions comme celle-là. On fait des études en amont très profondes auprès des métiers et on va consulter les métiers et leur représentativité chez les clients avant de faire quelques budgets, que ce soit plan sur la comète, parce qu'on a pour culture de construire des projets avec nos clients autour des besoins. Donc on va chercher des besoins, on les capitalise, on les cristallise, on les valorise, on les charge, on trouve des projets pour y répondre. Et on le fait pas à l'envers, on fait pas une proposition à un SDIS en disant voilà les licences ça coûte tant et pour le mettre c'est tant et après on se débrouille pour le faire rentrer au forceps. Donc après les choses sont beaucoup plus naturelles quand on travaille de cette façon-là. J'en profite, Nico, d'ailleurs, pour te passer une petite salutation d'un certain Patrick qui m'a mis un message pour te dire que c'est une très bonne restitution et merci pour ton accompagnement. Oui, c'est vrai qu'il était là. Il n'était pas sûr qu'il puisse se libérer. Donc ils écoutent ton histoire, tu as un petit peu de pression, tu as intérêt à être authentique dans ta restitution, mais je n'ai aucun doute là-dessus en tout cas. Bon, bah, j'espère que je n'ai pas trahi tes mots, Patrick. Voilà, est-ce qu'on avait des éléments à rajouter sur la partie... où est-ce qu'on en était dans cette histoire? J'ai pas vu. Eh ben, on rendait hommage à mes complices Christian Villest et Patrick Bonamono. Je les remercie encore une fois et je sais que nos séances de travail ne sont pas finies et que c'est un plaisir d'échanger avec eux et de faire cette éducation commune, moi sur leur métier et moi sur ce que je peux leur apporter humblement à mon niveau. Donc là, ce qui est intéressant, je pense, dans la première partie de cette présentation, on a voulu vous faire un retour sur des échanges qu'on a réellement actuellement avec les SDIS pour vous faire partager un petit peu les chemins de réflexion qu'ils peuvent avoir, les questions qui se posent, les usages qu'ils trouvent pour le secrétariat général. Alors là, c'est un exemple assez précis. Et comment est-ce qu'ils prévoient de peut-être utiliser l'outil, de se projeter dans ces choses-là. C'est très intéressant, je trouve, pour une logique de communication interne et puis qui est adressée soit à un service, soit à un gros service, soit à tous les SDIS. Et on va enchaîner sur une deuxième partie qui est plutôt dédiée à l'identité numérique pour tous, puisqu'on a eu la question, il y a 3 types d'utilisateurs dans les SDIS, les SPV, les SPP et les PAT, c'est 3 types d'utilisateurs qui n'ont pas tous le même niveau d'échange avec j'allais dire la caserne, mais en tout cas avec l'institution SDIS. Certains sont là tous les jours et c'est leur travail, ils doivent être sur leur ordinateur et effectuer des actions au quotidien. Certains sont des volontaires, donc qui peuvent être d'astreinte ou de garde une fois par mois, 2 fois par mois, une fois par semaine. Donc on a différents profils d'utilisateurs et je vais laisser la parole à Bernard pour nous parler de l'identité numérique pour tous. Voilà. Merci Lucille. Alors peut-être avant de revenir sur c'est quoi l'identité numérique, je pense qu'il y a quand même un contexte aujourd'hui plus global dans les organisations de dématérialisation, de transformation numérique. Et jusqu'à maintenant, rares sont les organisations, sauf dans certains domaines comme peut-être les métiers du service, qui adressaient en fait d'un point de vue informatique l'ensemble des collaborateurs de l'organisation. Et typiquement sur les SDIS, on a clairement toute une frange de cette population qui majoritairement dans ce qu'on peut voir nous au niveau des SDIS n'est pas adressée aujourd'hui, qui sont les sapeurs-pompiers volontaires. Et donc là, on a une vraie opportunité avec les solutions Microsoft et notamment essentiellement les solutions cloud d'adresser cette population. Donc on va revenir là maintenant sur le concept d'identité numérique. Qu'est-ce qu'on entend par là dans l'écosystème Microsoft, si tu veux bien, Nicolas. Donc pour Microsoft, en fait, l'identifiant est l'email, hein, et c'est le cas sur Office 365, mais ça devient la bonne pratique aussi sur la connexion à son poste de travail Microsoft. On y associe un mot de passe forcément pour l'accès au système d'information, sachant que ce mot de passe, il devient, quand on s'adresse, quand on commence à consommer des services cloud, il devient très important de le rendre le plus complexe possible, sans pour autant perdre l'utilisateur. Donc on va très généralement associer à
à ce mot de passe une authentification multifacteur. Et là, on a des plans qui sont prévus pour ça. Donc, on adresse à la fois la connexion au cloud et la connexion au poste de travail avec des moyens de renforcement de la sécurité sur la connexion. Ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus, on a besoin de compléter en fait cette identité par de l'information qui peut venir de différentes sources, hein, que ce soit la source des ressources humaines, que ce soit le collaborateur lui-même qui va renseigner un certain nombre d'informations. Et quelque part, on constitue un catalogue ou un annuaire de l'entreprise de façon très dynamique sur lequel on peut retrouver toutes les informations. Ça permet, dans les grands cas d'usage aujourd'hui, ça permet de trouver quelqu'un très rapidement et pouvoir rentrer en relation avec lui d'une façon ou d'une autre, ce qu'on appelle la communication multicanale. Ça permet également de construire des organigrammes dynamiques, soit natifs au sein de Teams, puisqu'il y a un composant qui permet d'identifier en fait des responsables et des collaborateurs transverses au niveau d'une équipe, mais on peut aussi compléter par des produits tiers qui permettent de construire, comme vous le faites aujourd'hui certainement manuellement, des organigrammes complètement dynamiques et complètement opérationnels de l'organisation. Si on continue dans la démarche, aujourd'hui, vous avez déjà cette culture de l'intégration d'un agent dans votre SI. Et ben là, on va étendre ce mécanisme à l'ensemble de la population. Et par contre, si on parle spécifiquement des SDIS, on va toucher un nombre de collaborateurs qui va être relativement important. Et s'il n'y avait pas aujourd'hui des plateformes comme Office 365 et aussi des mécanismes de réinitialisation de mots de passe, on a conscience que pour vous, gérer quasiment le double de population que ce que vous gérez actuellement, ça voudrait dire potentiellement pratiquement doubler votre équipe informatique, ce qui n'est pas le cas, hein. Donc la proposition de valeur de Microsoft aujourd'hui, c'est de dire intégrer des personnes qui n'étaient pas aujourd'hui dans le SI. Nous, on vous propose tous les mécanismes et toutes les solutions qui permettent de faire cette gestion d'identité dans tout son cycle de vie, à la fois dans sa création, sa modification, des aléas de perte de mots de passe et autres, et également la phase de départ du SDIS. Et tout ça, vous le faites sans surcoût au niveau de l'équipe DSI, et ça, c'est la force de la plateforme 365. Ok, Bernard, donc du coup, si je résume un peu ce que tu dis, c'est que les solutions Microsoft aujourd'hui vont permettre aux SDIS de France et de Navarre, oserais-je dire, du coup, de pouvoir intégrer l'identité numérique de tout leur profil d'utilisateur simplement et sans se rajouter plusieurs personnes dans la DSI ou plusieurs actions ou du travail, enfin, un petit peu de travail, mais pas forcément une grosse surcouche supplémentaire pour faire ça, c'est ça? Alors, c'est exactement ce que je dis. Alors, c'est aussi ce qu'il faut voir, c'est que l'évolution du SI et des plateformes qui le constituent font évoluer aussi les responsabilités et les tâches d'une équipe informatique. Le premier exemple qui me vient moi à l'idée, c'est la gestion des droits sur des ressources de fichiers. Aujourd'hui, quand on est sur un environnement serveur de fichiers Microsoft, très souvent, je vois d'ailleurs c'est à 100% du temps, c'est l'équipe informatique qui va positionner les droits et les utilisateurs par rapport à ces différents répertoires. C'est une lourde responsabilité, c'est une tâche lourde en termes de gestion. Et là, quand on va vers des environnements comme ceux qui ont été présentés par Nicolas et Antoine ce matin, donc vers Teams et vers SharePoint et vers OneDrive, finalement, on va avoir une étape de gouvernance en amont, mais derrière, ce sont les métiers, ce sont les utilisateurs qui vont gérer par eux-mêmes les personnes qui veulent faire entrer dans l'équipe, les droits qu'ils vont autoriser ou pas sur certains documents ou certains répertoires. Donc finalement, on va décharger déjà les équipes informatiques d'un certain nombre de tâches et de responsabilités, sans parler d'un serveur de messagerie qu'on peut externaliser, sans parler d'un SharePoint qu'on peut externaliser. Voilà, donc ça permet, je pense, entre ces mécanismes-là dont on se décharge et la proposition de valeur de Microsoft 365, ça permet d'accueillir toute une tranche de population qu'on n'aurait pas pu accueillir si on était resté dans des schémas classiques de solutions on-premise. Voilà, sans parler de l'aspect économique dont on va le voir juste après. Effectivement, il faut prendre en compte que sur cette population-là,
ils vont être consommateurs de services, mais ces services, ils vont peut-être être plus light, plus restreints que les agents administratifs du SDIS. Et donc, Microsoft a des plans de licensing qui sont adaptés à, je vois que Nicolas est en train de faire de l'authentification multifacteur. Microsoft a des plans adaptés à ces profils qu'on peut voir juste après, je crois, Nicolas. On va les voir juste après, mais ça rejoint un petit peu une question que j'ai eue là dans le chat qui nous dit, et c'est vrai, hein, c'est parfait à partir du moment où on possède les licences adéquates pour chacun. Et c'est vrai que pour les SDIS, on a souvent des questions budgétaires qui viennent entraver un petit peu ces licences. Alors là, on a une petite slide qui présente les tarifs. Après, peut-être qu'on laissera la parole à Stéphane sur cette question-là des limites un peu budgétaires des SDIS et du coût des licences, puisqu'il est là pour répondre de la part de l'éditeur sur ce type de questions. Mais je ne sais pas si Bernard, tu veux nous présenter d'abord les différents types de licensing et puis ensuite Stéphane peut-être. Oui, je vais prendre la main et je laisserai Stéphane compléter. En fait, il y en a deux vraiment essentiels, hein. Le premier, quand on se dit je dois proposer un service d'email, un service d'accès à mes ressources en mobilité, quel que soit le device, et ben on va retrouver ce qu'on appelle Office 365 F3, où là, finalement, on offre déjà à nos collaborateurs sapeurs-pompiers volontaires un service de haute qualité pour 3,37 € hors taxe par mois en prix public. Donc ça veut dire que potentiellement, via les centrales d'achat, on peut optimiser ce prix également. Et là, on va vraiment proposer un service qui est quasiment le service dont dispose aujourd'hui un agent administratif dans un SDIS, pour un coût que moi j'estime relativement correct par rapport à tous les services et tout ce qu'on va pouvoir amener derrière en termes de dématérialisation. Si vraiment on veut aller jusqu'à pousser la gestion de la sécurité un peu plus loin, c'est le plan du milieu, donc 8,43 € par mois hors taxe. Là, on va sécuriser non seulement l'accès au cloud avec de l'authentification multifacteur conditionnelle, mais on va également pouvoir gérer le device de l'utilisateur si on est dans un équipement qui ne serait pas géré par la collectivité, ce qui sera généralement le cas pour les sapeurs-pompiers volontaires. Donc MFA, authentification multifacteur, Lucie. Oui, mais ça je connais bien, tu sais que je connais bien parce que je suis la première à trouver que ce système est parfaitement adapté pour mettre en place des univers sécurisés, mais que des fois ça me chagrine un petit peu parce qu'il me demande toujours de m'authentifier au pire moment. Stéphane, peut-être un petit mot sur ces modèles de licensing et les solutions pour les SDIS? Oui, tout à fait. Alors, effectivement, je pense qu'il faut prendre au cas par cas vos besoins. Aujourd'hui, on sait répondre aux différents besoins des SDIS en faisant des profils d'utilisateurs pour répondre à des besoins particuliers. Effectivement, en fonction du profil, on va prendre soit de l'E1, de l'E3, du F1, du F3, etc. Donc, c'est étudié en particulier. Donc, le mieux dans ce cadre, c'est vraiment de revenir vers nous pour qu'on puisse étudier en fonction de votre budget ce qui pourrait être le plus adapté et faire la proposition qui va rentrer dans vos budgets et qui va répondre le plus à vos besoins. Donc, je ne peux pas répondre de façon généraliste sur le sujet. Je pense qu'il faut prendre du cas par cas en fonction de votre existant et des budgets que vous avez, et d'essayer de le faire rentrer le mieux possible. Donc, contactez-nous côté Microsoft et on vous accompagnera sur l'évaluation de ces profils pour répondre le mieux à vos enjeux. On le fait déjà avec de nombreuses 10, donc n'hésitez pas si vous avez des questions là-dessus pour qu'on puisse le faire au cas par cas. Oui, je pense que ce que dit Stéphane est super juste. Nous, c'est valable pour les SDIS ou comme pour les autres clients qu'on peut avoir. C'est-à-dire qu'on n'a pas deux clients qui ont le même contexte, on n'a pas deux clients qui ont la même infrastructure de base, on n'a pas les deux clients qui ont le même nombre de SPV, de SPP ou de PATS. Et donc, c'est vraiment des éléments. Là, nous, on vous a positionné une visibilité sur le licensing à prix public pour que vous ayez un petit peu des notions. Mais ces notions, elles peuvent être complètement chamboulées en fonction de ce que vous voulez faire et comment vous voulez y aller. Donc, pas hésiter soit à nous contacter, soit à
contacter directement l'équipe de Stéphane chez Microsoft pour voir si vraiment la question qu'on nous posait était réelle, c'est-à-dire le SDIS n'a pas les moyens d'accéder à ce type de licence, ou si en regardant bien et en se disant que peut-être tel ou tel utilisateur a besoin de telle ou telle licence, on arrive à faire en sorte que vous puissiez accéder à des services qui sont quand même très intéressants. Je pense que ça, c'est la clé. Bernard, est-ce que tu avais d'autres éléments sur l'identité numérique que tu voulais partager avec nous? J'ai précisé, Bernard, excuse-moi, j'ai précisé, j'ai remis mes coordonnées dans le chat. Si vous avez besoin, vous pouvez me contacter. Donc, il y a plusieurs interlocuteurs selon les régions et je vous redirigerai vers la bonne personne. Voilà, pardon. Ouais, moi, j'aimerais juste terminer. Donc là, effectivement, on a vu un licensing qui nous paraît, nous, très adapté pour les sapeurs-pompiers volontaires. Bien entendu, il y a des licensings complémentaires pour les autres populations des SDIS. Et rien que dans des échanges qu'on a pu avoir avec le SDIS 30 et les dirigeants du SDIS, donc les colonels et colonels adjoints, on se rend compte qu'il y a des économies substantielles qui viennent derrière d'affranchissement, de communication, d'impression, puisqu'aujourd'hui, pour adresser ces populations, quand on ne le fait pas en numérique, c'est relativement lourd, complexe et coûteux. Donc, je pense que plus que de voir ces coûts-là comme des charges, je pense qu'il faut les voir comme des effets d'optimisation financière et de fonctionnement. Et c'est comme ça que le SDIS 30 appréhende leur nouveau monde en 2021. Je crois qu'il y a certaines personnes autour du call qui font passer des messages subtils ou pas, d'ailleurs. Ok, Bernard, donc du coup, est-ce que tu voulais revenir sur la partie device? Non, on avance directement sur la troisième partie. Le temps qui reste. Le temps qui reste, oui, vous, là, il est 10h53 du ciel, comme le temps passe vite quand on s'amuse. Comment gérer la communication avec tous les personnels et les fédérés? Pardon, c'est ma deuxième session, la troisième sera pire, préparez-vous. Tu vas craquer. Je vais craquer. Donc, comment gérer la communication avec tous les personnels et les fédérés? Nicolas, je te laisse la parole et peut-être que tu seras meilleur que moi, plus subtil peut-être. Oui, alors là, je ne vais pas mettre la barre aussi haut. Là, encore une fois, j'ai pris un parti. Pour le coup, je l'ai fait tout seul dans mon coin, mais je l'ai validé avec mes deux complices d'hier et on dit qu'éventuellement, ça pouvait quand même correspondre et on pouvait retrouver une réalité. En fait, là, je suis parti du point de vue où je me suis dit que pour communiquer de façon transverse, il y avait plusieurs solutions et quelques bons choix à faire. Alors, étant un praticien un peu féru d'Office 365 et de ses subtilités, j'ai lu un véhicule privilégié pour communiquer de façon transverse, au niveau transverse, quels que soient les personnels et quel que soit leur statut et leur localisation. Quand on veut communiquer de façon très très large, en faisant un levier sur Office 365 à peu de frais, c'est-à-dire pas forcément avec un projet compliqué, des réalisations techniques, c'est-à-dire en gros avec une forme de simplicité version je crée une équipe Teams, j'ai choisi Yammer. Yammer est un outil qui est parfois très bien utilisé, parfois méconnu, parfois totalement ignoré, alors que c'est un superbe complice de la communication et du côté moderne de la communication. On pourrait utiliser le terme de réseau social, mais je trouve que c'est pas un exemple forcément toujours très parlant. Ce sont des espaces typés forum pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser le web sur des passions personnelles ou sur des sujets particuliers. C'est une navigation verticale. C'est une publication qui est riche avec une mise en forme intéressante. Et Yammer, c'est avant tout en mobilité, intégré dans Teams, privé ou public, interne ou externe, mixte. Et c'est donc une grande facilité en termes de plateforme pour se dire qui parle à quel public, de quelle façon, avec quel ton et à quelle fréquence. Et comme pour des équipes Teams, on peut faire des équipes différentes et les positionner ensuite pour les consommer à l'intérieur de l'environnement. Donc, je vais vous montrer dans une démo 3 communautés Yammer que j'ai créées pour l'occasion. Une sur de l'information générale sur la vie d'un SDIS, une sur le point particulier d'un SDIS en situation de télétravail, parce que comme nous, vous y avez droit. Et c'est vraiment toujours un grand plaisir que de travailler tout le temps du même endroit sans plus jamais bouger.
Et puis un 10 ressources Pas la seule qui humaines. fatigue. Je suis pas la seule qui fatigue. Ah non, parce que ça fait quand même depuis mars. 10 ressources humaines où là, on verra Lola prendre des ressources humaines, amener des infos réglementaires à ses collègues. Donc là, je vais virer mon PowerPoint et ça, et normalement, sous mes yeux auto-ébahis, je Bah, devrais écoute, avoir. pendant que tu cherches tes Bah, ça éléments, j'ai cherche une pas, petite regarde. question. Ah, bah, Voilà. si tu as trouvé, moi je vois que Vas-y, tu as mais pour vas-y, l'instant. vas-y, je t'en prie, Lucille. Donc j'avais une petite question qui est de savoir si on a déjà mis en place des processus ou des mécanismes pour faire venir les gens de WhatsApp ou Facebook vers les outils Office 365 qui sont Teams ou Yammer. Là, on met le doigt sur un problème qui est souvent rencontré par les SDIS, c'est que tout le monde utilise des groupes Facebook ou des groupes WhatsApp pour discuter, ce qui n'est pas forcément sécurisé ni maîtrisé par la DSI ou la GSI, peu importe comment on l'appelle. Alors, je ne sais pas si la question est plutôt sur techniquement, est-ce qu'on peut prendre des utilisateurs et hop, les basculer sur du Office 365, ou c'est plutôt sur de l'accompagnement, parce que techniquement, je ne suis pas sûre que ce soit possible. Non, techniquement, on capitalise pas sur un WhatsApp, c'est pas une plateforme. Donc, c'est un service cloud sur lequel on n'a pas accès à ce qu'on y a mis à l'intérieur et il n'y a pas de gouvernance particulière à part inclure ou exclure des gens d'un groupe. C'est pas très, c'est pas fait pour être gouverné, donc encore moins pour être migré. Pour autant, ce que tu disais est très juste. C'est si on veut reprendre, on le fait en médical ou chez d'autres clients qui avaient des mauvaises habitudes de travail, y compris dans le privé. Il faut reprendre la chaîne de valeur en fait du circuit de discussion WhatsApp, c'est-à-dire qui parle avec qui pour quelles raisons, et si on prend les deux bouts de la chaîne et qu'on leur explique qu'ils peuvent être aussi bien toujours dans leur mobile, toujours à faire le même nature de chat, mais de façon compatible avec les exigences de leur job, ça se passe très très bien. Ça, c'est des plans qu'il faut quand même prendre au sérieux, c'est-à-dire dans l'idée d'accompagner ces utilisateurs qui sont sur WhatsApp. On a le cas pas forcément trop dans des SDIS, mais plutôt dans des hôpitaux où les médecins aiment bien échanger des photos de radio sur des groupes WhatsApp de manière complètement non sécurisée. Et du coup, pour les amener vers Teams, bah, l'idée, c'est vraiment les éduquer, entre guillemets, ou faire de la pédagogie avec eux, leur expliquant les dangers liés à la sécurité sur des environnements non sécurisés et surtout les avantages de la plateforme Teams ou en tout cas l'ISO périmètre entre Teams et WhatsApp sur je veux faire une conversation, je peux envoyer une photo, je peux envoyer une vidéo, je peux le faire depuis mon mobile, j'ai pas de problème. Et en principe, c'est vrai que quand on les accompagne bien et qu'on a le bon processus, il n'y a pas de souci pour les faire migrer d'un support à l'autre. Exactement. L'outil est à minima au moins aussi bien. Après, c'est un point de vue personnel, mais un tant soit peu objectif en capacité de communication. Teams, c'est ultra puissant, sauf que Teams, c'est pas que un outil de communication. Donc ça, c'est déjà, après, il y a plus de compétition. Donc, WhatsApp, c'est une fonctionnalité parmi des centaines de fonctionnalités dans Teams. Donc, il n'y a pas là-dessus, il n'y a pas de combat, en fait. C'est juste des habitudes de travail. Et effectivement, là, on s'est accompagné avec les bonnes équipes de consultants et de consultantes, en toute pédagogie, une transition vers un nouvel outil. Donc, si on revient sur mes communautés, j'ai choisi des communautés Yammer. Une communauté Yammer, c'est à la fois un espace et techniquement, dans Office 365, ça repose sur un groupe Office 365, donc pour les férus de gouvernance et de sécurité par les groupes. Yammer repose sur des groupes Office 365. Le stockage de Yammer moderne repose sur des sites SharePoint. Donc, on n'est pas dans une rupture technologique quand on fait du Yammer, à tel point que j'ai choisi aussi de vous montrer en démonstration que quand Lola ouvre son Teams le matin, Teams et les communautés Yammer sont placées en haut de ses applications, c'est-à-dire que par défaut, quand elle va arriver dans Teams, Lola, elle parcourt le mur d'images des activités des communautés Yammer dans lesquelles elle est active ou dans lesquelles elle consomme de l'information. Une communauté Yammer, c'est comme une équipe Teams. Il y en a qui consomment, il y en a qui lisent, il y en a qui réagissent. Mais l'idée, c'est que, par exemple, quand on prend une communauté de télétravail, c'est par exemple mettre un très bel article des équipes marketing de Progelis sur les avantages de Teams et sa bonne utilisation. Donc, on peut référencer des articles. Lola a aussi référencé une expérimentation du SDMIS qui a publié sur sa page Facebook des informations publiques, des petites affichettes nous permettant d'aller voir comment ils ont travaillé le sujet. Donc, petite affichette, tu te chargeras, mais plus tard, je t'afficherai. Ah, bah, elle était venue.
Donc ici, on a une expositif l'expérimentation du télétravail et du travail sur site distant avec une explicitation du dispositif qui a été mise en ligne et qui présente un peu le fonctionnement. Donc ici, Lola permet à ses collègues de capitaliser des expériences sur des SDIS pour éventuellement apprendre. Le SDIS, c'est aussi perturbant, donc on a référencé en équipe télétravail un article de Ouest France sur la façon dont certains pompiers se sont organisés ou sur certains pompiers vivent le télétravail. J'ai beaucoup d'articles de cette presse. Le télétravail ne coule pas dans les veines d'un sapeur-pompier. Bon, rassurez-vous, ça coule dans les veines de pas tout le monde. Hein. C'est quelque chose de particulier. On s'y fait. Il y a des règles, il y a des façons pour que ça se passe bien. Utiliser Teams, c'est bien, mais effectivement aussi faire 5 heures de Teams dans la journée, ça a ses limites. Effectivement, le télétravail, ça se discute. Donc, on a mis des conseils aussi sur la façon de travailler. Et une équipe et une communauté, c'est aussi des référencements de sites web. Ici, Lola, qui est au RH, a publié un raccourci vers la fonction publique et les documents des ministères de tutelle ou des documents de référence, selon que vous soyez un type de contrat public ou privé, vous allez pouvoir accéder à ça. Vous pouvez accéder ici, j'ai mis un petit clic, je vais pas le faire parce que ça fait une démo complexe, mais je clique ici, assistance Teams, je vous amène directement dans un canal pour chatter dans Teams avec l'équipe informatique de support qui répondra à vos questions, ou une équipe RH qui répondra à vos questions en version hotline en télétravail. Et ça, je peux le mettre dans une communauté Yammer juste avec un petit bouton. Donc c'est des choses qui sont hyper intéressantes. Et si on prend une autre équipe type le SDIS vous informe, on voit un autre exemple d'utilisation de la puissance de Yammer. Quelqu'un a publié un sondage sur la couleur dans laquelle il vous verrait bien en 2021, donc bleu, vert ou rose, parce que c'est un petit malin qui a publié le questionnaire. Lola a dit moi c'est le rose, et Lola nous a même trouvé un pompier à Sartrouville qui fait de la lutte contre le cancer, habillé en rouge avec les fabricants officiels de vos tenues. Ce casque est un casque officiel fait par un fabricant officiel de casques de pompiers. Je n'ai pas référencé le prix de l'article, mais si vraiment vous souhaitez qu'on fasse une enquête, on pourra vous trouver des casques roses. Par contre, la tenue en elle-même est une tenue custom qui a été faite spécialement pour un événement un petit peu voilà, donc dans les informations. Dans les Allô? informations, on a de la Sainte-Barbe, on a évidemment votre solidarité, messieurs, dames les pompiers, avec les opérations type Téléthon, sont des choses dont on va référencer, par exemple, des vidéos dans la communauté Yammer. Comme c'est du Yammer, on peut liker, on peut faire des commentaires, on peut remercier. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est super intéressant comme plateforme de mise à disposition, parce que ça, je vais pouvoir le consommer dans un téléphone portable, une tablette, je vais pouvoir le consommer, comme je l'ai montré ici, à l'intérieur de Teams. Donc, on a vraiment quelque chose qui est hyper structuré sur ces sujets-là. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est que nous on trouve très pratique. Un canal pour donner de l'information à du coup ces personnels, hein, qu'ils soient des pompiers volontaires, des pompiers professionnels ou des personnels administratifs. Ne les oublions pas, parce que c'est vrai qu'ils sont souvent moins nombreux que les pompiers volontaires, évidemment, mais ils travaillent tous les jours dans les SDIS, donc ça c'est quand même pas neutre. Et donc on peut leur faire passer de l'information sur laquelle ils peuvent interagir, échanger. Donc ça c'est très collaboratif comme moyen de communication. C'est vraiment l'essence même d'un Yammer, hein, qui n'est pas un produit qui est nouveau, qui est un produit qui a excessivement bien évolué dans ces derniers mois, qui est magnifiquement intégré dans Teams et dont l'objet est vraiment d'avoir des relations sociales. Une communauté Yammer, et c'est pas une caricature, peut très bien porter une amicale de boulistes d'un SDIS. C'est l'objet de amicale de boulistes tout court d'ailleurs. Hein. Oui, une amicale de boulistes tout court, dont des membres du SDIS éminents. Mais je peux aussi avoir des gens qui sont en évaluation d'un nouveau véhicule et qui veulent en partager et en interne et en externe des étapes d'évaluation ou des retours d'expérience en vidéo ou faire des démonstrations de mise en œuvre de certaines pratiques techniques. Je peux aller mettre des tutos vidéo de ma plateforme stream référencés dans mes communautés Yammer, et là on va commenter, etc. C'est un choix de type de vecteur de communication parce qu'on peut toucher une cible très large, et c'est à la fois un choix d'hébergement de communication, parce que la façon dont on formalise de la communication dans Yammer est parfois plus intéressante que parcourir un fil de discussion dans Teams dont l'objet n'est pas de capitaliser de l'information comme un forum.
alors que le parcours d'une page d'une communauté Yammer est très ergonomique et très optimisé pour présenter du contenu hétérogène, ce qui n'est pas le sujet d'une conversation Teams. C'est pas le Attention même Nico, objet. j'ai une question sérieuse. Là, il va falloir y répondre. Est-ce qu'un Teams peut remplacer un intranet de SDIS? C'est un grand défi. Il y a déjà 2-3 ans, si on remonte en arrière, moi, c'est des discussions que j'avais déjà avec des experts du marché. Et le défi, c'était la question du moment. Il y a déjà 3 ans, c'est parce que Teams en est à sa 4e année. Hein. Est-ce qu'on peut faire un intranet avec Teams? Surtout dans le contexte d'un SDIS où, parce qu'il y a peut-être une question de volume, quoi. Je te laisse répondre. La réponse est oui, si on casse la logique qu'un intranet est mu par un système de navigation tel que peut le faire un SharePoint ou tel que peut le faire un CMS quand on fait ça en mode web. Si vous concevez un intranet en Teams pur, vous allez devoir faire levier sur plusieurs choses. Vous allez devoir faire levier sur la structuration des équipes Teams pour de la capillarité de contenu et de la granularité d'adressage. Et vous allez devoir gérer aussi la création d'applications Teams qui vous favorisent de la présentation d'informations dans un véhicule Teams. Teams possède plusieurs outils pour faire de l'application que je me présente comme des onglets, comme des boutons, comme des bots. Donc, on va pouvoir faire, évidemment qu'on peut le faire. C'est d'ailleurs super intéressant. D'ailleurs, tu n'es pas sans savoir, Lucille, que chez nous, on est un peu en marche sur ce type de démarche. C'est vrai que chez Progis, on le fait, mais nous, on est, si je veux poser une question sincère, hein, on est peut-être une centaine de personnes. Est-ce qu'à l'échelle de 1000 personnes, 2000 personnes, 3000 personnes, on peut imaginer d'avoir le même mécanisme? J'ai des questions difficiles, j'avais prévenu. On peut partir, en fait, moi, j'adore relever le challenge de partir sur un cadrage de ça et de prendre ça comme point de vue et de voir jusqu'où ça tient quand on va consulter les métiers et la différente nature de l'information et les profils qui vont le consommer. Une fois que j'aurai le premier aperçu de on a besoin d'y mettre quoi pour qui poste quoi pour être consommé par qui et avec quelle hiérarchie de consultation, parce qu'un intranet, c'est quand même une vitrine assez à plat, donc on n'a pas trop de problématiques de sécurité. C'est des contenus qui sont normalement apportés de façon assez homogène en termes de sécurité et qui sont mis en avant en fonction du public qui les consomme. Il faut reproduire ce qu'on peut pas faire dans Teams en termes de navigation, puisque dans un SharePoint, quand on fait un intranet avec, on crée une navigation avec des hubs, des sites qui s'imbriquent. Là, on va devoir imbriquer des équipes, des onglets. Donc, techniquement, c'est contraignant. Par contre, ça a aussi des gros avantages. C'est que c'est très facile à faire. Et en plus, le deuxième avantage que j'y vois, et c'est une des raisons pour laquelle on l'a fait aussi chez Projet, c'est que le reproche qu'on a souvent des intranets un petit peu classiques ou institutionnels, c'est qu'ils sont sur la route de rien. C'est-à-dire qu'il faut ouvrir un navigateur, ouvrir une page, ouvrir son intranet. Il faut se dire, maintenant, j'ouvre mon intranet. Avec Teams et avec le développement du télétravail, normalement, un collaborateur qui fait des visioconférences toute la journée ou qui chatte avec ses collègues sur Teams, il va toujours avoir son Teams ouvert. Donc, un intranet qui serait positionné dans le Teams, il va être sur le chemin d'utilisation de la personne, ce qui va du coup peut-être renforcer le taux d'utilisation ou le taux d'adoption de l'outil, puisqu'on n'a pas besoin d'ouvrir une page autre pour avoir du coup un espace de partage et de collaboration. Après, avec le bémol de la gestion documentaire, quoi. Mais... Après, si je reprends l'exemple de Lola et que je regarde les 3-4 équipes dont elle est membre ou propriétaire ou quelque chose, mais dont elle fait partie, elle travaille avec la DSI et la communication, elle travaille sur les codes rouges parce qu'elle est au RH, elle a une équipe 10-30 parce qu'elle est partie, elle est membre du 10-30, elle est reliée à l'équipe communication et elle est reliée au CODIR sur une cellule de crise. Bon, ça tombe bien, c'est un peu un hasard de la démo, mais déjà, est-ce que à mon niveau de salarié par ce job-là, j'ai pas déjà 80% de mon information métier, de mon information de com transverse qui m'arrive par ici? Après, il manque quelques centres d'intérêt et quelques trucs comme ça. C'est faisable. Ce qu'il faut regarder, c'est la mosaïque des types de contenus vis-à-vis des populations qui les consomment et la cohérence de l'objet une fois qu'on l'a posé en fonction d'un profil. Est-ce que ça tient la route?
Alors, Nico, tu tombes bien, j'ai une autre question qui est un petit peu liée à ce que je viens de dire, ce que moi je disais au bémol de la gestion documentaire. Et on a une question, parce que Teams ne fait pas de GED, si, en fait, moi je disais au bémol de la gestion documentaire, c'est juste que j'imagine, parce qu'il y a quelques SDIS avec lesquels je travaille, qu'un amas de documentation stockée sur du SharePoint historique depuis 2007, depuis 2013, et potentiellement sur même un SharePoint online. Donc, à la question, il ne fait pas de GED, si Teams fait de la GED, mais la question est toujours de migrer d'un outil vers l'autre, peut-être. Évidemment que nativement, Teams fait de la GED, il repose sur un stockage SharePoint et SharePoint nous permet, par ses différentes fonctionnalités de gestion des droits, d'archivage automatique, de déclenchement de workflow ou de politique de rétention et de labellisation, de faire tout ce que doit faire une GED. Il faut juste pas se tromper de fenêtre de tir. La GED comme la communication transverse portée par un intranet sont des objets à vocation large. Quand on travaille en Teams, on y fait plutôt passer des processus et des métiers sur des équipes. Là, le défi qu'on nous pose, c'est de faire porter une audience globale à Teams et d'être capable d'y rentrer une cohérence de contenu. C'est super intéressant. Hein. C'est pas le premier client qui soulève le point. Hein. Ce qui permet de se passer de l'étape design et ergonomie SharePoint, ce qui est pas inintéressant. Moi, je dirais qu'en fait, un intranet mu en fenêtre d'entrée par du Teams utilisera fortement du SharePoint indépendant du Teams, mais redistribué à différents endroits dans Teams. Donc en fait, la porte d'entrée sera pas forcément SharePoint. Je peux faire une homepage pure dans Teams, mais effectivement, j'utiliserai la puissance du design SharePoint pour redistribuer dans certains onglets, à certains endroits, quelque chose de designé. Ok, super intéressant, parce qu'en fait, après la clé aussi de ces outils-là, c'est les échanges qui sont possibles entre les différentes technologies. Vous avez parlé de Lego tout à l'heure, ça va être pareil. En fait, c'est pas l'un ou l'autre, c'est plus jamais ça. M365, c'est une imbrication de services. Et c'est comme des schémas électriques, c'est pas en parallèle. Là, c'est du multiplexage. Je rentre par un endroit, je peux finir à d'autres, et réciproquement. Et c'est ça toute la valeur du truc. Et nous, notre rôle, c'est de vous éduquer sur les potentiels d'intégration facile et l'élection des meilleurs véhicules pour atteindre les objectifs que sont les vôtres. Et comme il y a une grande richesse, effectivement, ça mérite un tant soit peu de réflexion. Ah, c'est une belle phrase que tu nous donnes. Il nous reste 2 minutes. Donc, du coup, je vais voir si on a quelques questions qui vont être posées en dernière minute. C'est toujours une question dans les dernières minutes. Donc, on vous laisse l'opportunité. Peut-être Stéphane, je ne sais pas si tu es toujours avec nous. Tu voulais compléter ce qui vient d'être dit, notamment sur les intranets, la partie SharePoint, la partie Teams, de ton expérience. S'il y avait quelque chose que tu voulais nous partager. Oui, je suis bien toujours avec vous, il n'y a pas de souci. Bon, rien de complémentaire. Je suis d'accord sur le fait que voilà, ça n'a pas pour vocation à remplacer purement un intranet. Cependant, voilà, effectivement, on peut retrouver des usages qu'on a dans les intranets au travers de Teams. C'est peut-être une nouvelle façon de collaborer qui va déclencher des nouveaux usages que vous n'avez pas forcément aujourd'hui. Ok, super. Bernard, peut-être pour un petit mot de la fin. Moi, je suis aligné. Je suis aligné sur ce qui a été dit par Nicolas et Stéphane. Pour moi, il y a vraiment trois orientations. Il y a la collaboration, il y a la communication de masse et il y a l'intranet institutionnel. Et je pense que c'est assez rare en fait d'adresser les 3 sujets avec un seul et même outil. Pour moi, le monde idéal, c'est d'avoir les 3 quand on en a les moyens et le temps et surtout des personnes pour s'en occuper. Je suis d'accord, Bernard. Je suis d'accord. On va plutôt d'abord poser, par exemple, de l'information communautaire dans Yammer. On va poser de l'information RH et communication dans l'intranet. Et pour Lucille et pour Bernard, qui sont 2 utilisateurs différents, on va composer une consommation de tout ça dans Teams qui leur est propre. Voilà comment on pourrait reformuler à la fin une réponse à cette question. Merci beaucoup à tous les deux pour ces belles réponses et Stéphane également pour son complément d'information. On arrive à la fin de cette session juste à temps. J'adore quand ça se passe comme ça, c'est magnifique. Merci beaucoup à Bernard, Nicolas et Stéphane. Stéphane qui reste avec moi encore 1 heure, il n'a pas le choix, il est obligé ce matin. À tout de suite pour ceux qui nous rejoignent et bonne journée pour les autres. Merci beaucoup. Merci. Excellente journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.